passe 2 ans au chômage. Mmh. Et pendant ces 2 années, je me retrouve SDF, sans papier, Waouh! sans travail. J'ai décidé de ne plus retourner dans le monde corporate Yes. et de me lancer et de suivre mon rêve, quoi. Ce qui s'est passé, c'est que les 6 premiers mois, j'ai fait 0 client. Et c'était comme une tentation, en fait, de me dire: «Est-ce que tu crois assez à ton rêve pour le suivre et y aller jusqu'au bout et te donner tous Mmh. les moyens d'y arriver sans excuse?» La peur ne peut pas être un obstacle ou un frein à mon rêve. Bienvenue dans Au-delà de l'image, le podcast animé par Alexia Iwanet, coach et consultante en personal branding. Alexia s'adresse aux agents du changement et leaders d'opinion, celles et ceux qui souhaitent impacter la société, faire entendre leur voix et défendre publiquement ce qui leur tient à cœur. Prêt à aller au-delà des apparences ? Place à l'épisode du jour. Bonjour Isabelle. Bonjour Alexia. Merci beaucoup d'avoir accepté mon invitation. C'est un plaisir de te recevoir ici. Ça fait quelques années que je suis ton travail. Est-ce que tu peux te présenter en quelques phrases? Qui es-tu, Isabelle, et qu'est-ce que tu fais de beau dans la vie? Eh bien, merci pour l'invitation. Je suis très honorée à chaque fois qu'on me permet d'avoir un espace où je peux raconter et parler de ce qui me passionne, de mon histoire. Je suis vraiment reconnaissante, donc merci. Je suis Isabelle Boireau, beautypreneur, mariée, maman de 4 enfants, de 4 calinosaures, comme j'aime les appeler. Et je suis actuellement dans ma 4e vie. Voilà. Explique-moi, qu'est-ce que ça veut dire, sa 4e vie? Eh bien, je suis originaire du Cameroun, où Oui. je suis née, j'ai grandi. Je suis arrivée en France après mon bac pour pouvoir faire des études. Et j'avais pour ambition et pour rêve de pouvoir travailler dans le marketing et précisément dans la cosmétique parce que voilà, Mm. j'étais passionnée de tout ce qui était beau, les catalogues de mode, les clips vidéo des R&B, enfin voilà, tout cet univers très glam des années 90. Et je démarre mes études donc en école de commerce et je suis un parcours tranquille, hein. Première année à Lille, comme on parlait tout à l'heure. Je fais mon bachelor aux États-Unis en management. Je reviens en France pour trouver du travail et là, je passe 2 ans au chômage. Mm. Et pendant ces 2 années, je me retrouve SDF, sans papier, Wow. sans travail du coup. Et finalement, je décroche mon premier CDI par un miracle de Dieu, vraiment je peux le dire, dans une entreprise dans laquelle je n'avais jamais postulé. Et je reste donc travailler dans cette entreprise à la direction marketing. Je fais mon petit bout de chemin et je développe une passion pour le maquillage que j'exerçais en fait en dehors de mes heures de travail. Ok. Comme une passion ou... Et en fait, ça commence dans mes années de galère. Donc, ces 2 années de chômage, eh bien, je me dis, je ne peux pas juste rester les bras croisés. Je suis étudiante étrangère, je n'ai pas droit aux allocations, aux aides sociales. Il faut que je puisse vivre dignement. Je commence à coiffer à domicile et pour pouvoir publier sur un blog sur lequel je montrais mes réalisations, je maquille les dames qui venaient pour être coiffées, pour les Wow. prendre en photo et les publier sur mon blog. Ok, donc ça a commencé par la Ça coiffure en commence fait. par la coiffure. Mm. Et je n'avais aucune expérience en coiffure, hein. Donc les dames, elles venaient s'asseoir sur ma chaise, elles me montraient le catalogue, elles disent: «Je veux ça». Et là, je dis: «Oh là là, Seigneur, j'ai besoin de toi pour assurer, sinon c'est chaud». Et de fil en aiguille, donc je me prends vraiment d'un intérêt pour le maquillage, pour le fait d'embellir les femmes. Je les voyais, elles sortaient du travail, elles arrivaient en fin de journée avec le visage fatigué et pour être présentable sur les photos, eh bien, je mettais un petit coup de rouge à lèvres, un petit coup de fard à Mm. paupières et de fil en aiguille, j'ai vraiment développé, une passion pour cela et je l'exerçais en dehors de mes heures de travail D'accord. et de fil en aiguille, j'ai donc créé mon blog, ensuite ma chaîne YouTube, puis ma page Facebook. En fait, j'ai exploité chaque réseau social Mm. qui arrivait. Parce que bon, je te parle d'une époque où, on est en 2005, ensuite 2008, L'âge j'ai d'or vu arriver, en d'Internet. fait, Mm. chaque réseau social. Waouh. Ah, quand j'ai commencé, Google n'existait pas. Ah oui, ouais. Donc en fait, tu as vraiment été pionnière aussi dans, dans le domaine, de la beauté sur Internet, mais de la beauté noire aussi, hein, parce que... Je peux dire que oui, puisque déjà en 2005, quand les femmes voulaient se coiffer, trouver une coiffeuse, comment elles faisaient?
Il n'y avait pas Google, il n'y avait pas Mmh. de TikTok ou de page Instagram, ni même Facebook, ça n'existait pas encore. Mmh. Donc les dames se passaient les adresses sur des forums. Oui, Donc il y oui, avait des oui. forums de discussion où les gens allaient Mmh et mon nom commençait à circuler en fait sur les forums. Ah oui, il y a mh. Isabelle qui fait des tresses, elle fait des vanilles, elle fait ceci. Et c'était aussi le début, comment dire, les bribes du mouvement Nappy, Oui, 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 c'est vrai. puisque tout le monde Les se déguisait et prémices. tout, on était vraiment aux prémices. Et donc je fais ma transition aux cheveux naturels en 2008 et je commence à le documenter dans mon blog, D'accord. pardon, mon Oui, oui, blog. oui. Et je documente dans le blog et donc je fais partie effectivement de ces pionniers. Et même Mmh. sur YouTube, j'avais ma chaîne Isateuf. Les Ah, anciens s'en ça, je connais souviennent. pas ça. Ah Les anciens se souviennent. Donc j'avais ma chaîne Isateuf sur laquelle justement je partageais les conseils pour entretenir ses cheveux naturels. Et j'ai converti une bonne partie des dames de cette génération-là à Incroyable. accepter leurs cheveux naturels. Merveilleux. Et tu m'as dit que tu as étudié le marketing, justement. Qu'est-ce que ça t'a apporté consciemment ou inconsciemment aujourd'hui avec du recul? Comment tu as utilisé le marketing au final pour après développer ta carrière dans le make-up? Eh bien, le marketing, je démarre mes études universitaires, en fait, avec, justement dans cette filière-là. Mm. Et l'un des cours dont je me souviendrai toujours, en plus des pyramides de Maslow et tout ça, c'est vraiment les 5 P. Ça Oui. évolue aujourd'hui avec, je ne sais plus à combien de P on est aujourd'hui, mais à l'époque, c'était vraiment les 5 P où on parlait du prix du people, parce que c'était en anglais, people, price, product, place et promotion. Oui, oui, oui. Voilà, c'était vraiment les 5 P. Donc, le public, la cible, Mm. le produit, euh, l'endroit, le lieu de Mm, 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 mm. commercialisation, le prix Et la et la promotion. promotion, donc Ouais. la communication Mm. autour. Et dans mon esprit, ça a toujours été d'aller là où mon client potentiel se trouve. Oui, oui, oui. Donc, si mon client potentiel était sur les forums en 2005, eh bien, j'étais présente sur les forums. Mm, tout simplement. Lorsque ça a évolué et que les blogs ont commencé, puisque les blogs sont arrivés en 2005, 2006, Les 2007, Skyblog et tout. Skyblog et voilà, i5, toutes ces premières plateformes, eh bien, j'y étais. Mm. Quand ça a évolué sur Facebook, j'ai créé une page Facebook Ouais. sur laquelle justement je donnais des conseils, les Mm. erreurs à éviter pour réussir son maquillage. Et donc, j'ai Mm. fédéré en quelques mois plus de 2000 femmes qui Waouh. assidûment, Assidûment. pardon, venaient se connecter tous les matins Mm. et postaient leur maquillage et je commentais et je corrigeais par écrit. Il n'y avait Génial. pas de vidéo. C'était Waouh. vraiment format photo et écrit. Les prémices du coaching en ligne, quoi. Les prémices du coaching en ligne, absolument. Par la suite, YouTube arrive, 2008, 2009, 2010. Donc, j'ai déjà ma chaîne YouTube, mais je parle de cheveux. Mm, Et mm. là, je vois qu'il y a un intérêt, un attrait pour le maquillage. Donc, à chaque plateforme, j'ai essayé de m'adapter et de poster dessus. J'ai un compte Pinterest, bon, je communique pas dessus, mais voilà, j'essaie vraiment d'être présente sur Ouais. les différents canaux et médias de communication. Waouh, c'est ouf. Et du coup, si je comprends bien, à un moment, tu avais ton CDI, ton job salarié, et tu gagnais plutôt bien Confortablement, voilà, ouais. confortablement ta vie. Tu fondes une famille dans le même temps, non? Tu rencontres ton mari, vous fondez une Voilà, famille. tout à fait. Et à quel moment tu as le déclic de bon, là, je vais basculer de l'autre côté, du côté obscur du travail, l'entrepreneuriat. Écoute, je suis l'enfant de 2 entrepreneurs. Je suis la fille de 2 entrepreneurs. Mon papa est chef d'entreprise, ma maman, paix à son âme, était également chef d'entreprise et j'ai grandi avec des parents qui n'avaient pas besoin de demander la permission à un patron. Ouais. Qui voyageaient en milieu d'année, qui ont visité le monde entier, mon papa faisait des safaris déjà au Kenya dans les années 90, allait au Japon, nous racontait ses expériences à Singapour, enfin dans les années 90. Donc, j'ai grandi avec des parents qui étaient des aventuriers, Mm. qui étaient des explorateurs, enfin, explorateurs dans le sens qui n'avaient pas peur de découvrir le Oui, monde oui, oui, oui. et qui avaient leur propre entreprise. Mm. Je crois que c'est un gros facteur d'influence parce que, à mon tour, je n'avais jamais eu l'ambition d'être salariée jusqu'à ce que la retraite nous sépare. Donc,
bien que je sois salariée, l'idée d'avoir et de développer ma propre entreprise était A toujours été omniprésente. là, en fait. Tout à fait. Tu as toujours eu ça en toi. Le frein, c'était dans quoi est-ce que je vais lancer? Mmh. Quelle est l'idée révolutionnaire qui va changer le monde entier? Parce que en fait, on se disait, la seule façon d'entreprendre, c'est de créer un produit qui va changer le monde. Ouais, c'est ça, alors que Voilà. mmh, Alors que personne ne réinvente la la roue. roue. Et j'étais salariée depuis un certain temps, donc j'ai commencé dans le marketing. J'ai Mmh. changé de travail plusieurs fois parce que, bon, finalement, je dois l'avouer aujourd'hui, le format classique de l'entreprise ne me correspondait pas. Ouais. Je suis très libre dans ma façon de penser et de vivre et je n'arrivais pas à me conformer Ouais. aux standards classiques d'une entreprise. Donc, j'ai travaillé dans la banque, j'ai travaillé dans l'industrie pharmaceutique, j'ai travaillé dans l'automobile, j'ai travaillé dans l'industrie chez Saint-Gobain, par exemple. Donc, Mmh mh. Saint-Gobain, General Motors, Crédit Agricole. Voilà, c'est autant de boîtes et de structures dans lesquelles j'ai évolué. Mais je n'arrivais pas à me projeter Ouais. sur le long terme dans une carrière où on gravit les échelons et on devient Mmh. ceci et cela. Je développais ma passion à côté parce que quand je sortais du travail, c'est ce qui m'animait, c'est ce qui me donnait envie de rentrer à la maison, Ouais. de brancher ma caméra, de donner des conseils, de partager mes astuces, d'interagir avec mes abonnés. Et c'est là que je me sentais vraiment être moi. Ouais. Au bout de mon 5e ou 6e, je sais pas, démission ou licenciement, je Rupture. sais plus. J'avais changé de boulot déjà au moins, oui, 5 ou 6 fois. Là, je me dis, je suis face à un choix. Soit je continue à me mentir à moi-même, parce que ça demande d'être radicalement honnête. Est-ce que je continue à refouler ce talent qui est en moi, cette envie d'y aller, quoi, d'oser, de me jeter dans la piscine et puis voilà, je sais que je vais pas me noyer. J'ai confiance au maître nageur qui est pas loin, il va me lancer la bouée, ok, tout va bien. Mais je ne peux pas passer à côté de tout ce que je peux vivre comme expérience Ouais. parce que j'ai peur. Mmh. La peur ne peut pas être un obstacle ou un frein à mon rêve. C'est Et bien clair. sûr, j'avais peur. Ah oui, oui, j'avais peur. Et là, je me dis, OK, je vais vivre ma passion, on y va. 1 an avant, je m'inscris sur le site mariage.net. Oui, Parce oui. qu'encore une fois, tu vois, côté Tu vas marketing, là je où vais là où mon la client se cible trouve. est. Et je me dis, bon, les futures mariées, où est-ce qu'elles cherchent des clients, où est-ce qu'elles cherchent des prestataires? Si c'est sur cette plateforme, eh bien, on va y aller. Alors, mariage.net, c'est un monde, hein. C'est vraiment un univers particulier. Il y a à boire et à manger pour tout le monde. C'est clair. Donc, je me dis, bon, je vais me faire la main et je vais au moins avoir du contenu, hein, des photos pour pouvoir présenter mes réalisations. Donc, j'y vais. J'ai plutôt des contrats intéressants cette année-là. Et je me dis, tiens, petit calcul, marketing business, si j'ai 300 demandes de devis, ce qui était le cas Mmh. l'année précédente, si j'ai 300 demandes de devis et que j'arrive à faire 50 mariages par an, ce qui est énorme. Ouais, c'est beaucoup, hein. 50 Tu travailles Alors, tous une les année à week-ends, là. 52 semaines. Ça veut dire que tous les week-ends de l'année, je suis en train de faire des mariages. C'est fou. C'est fatigant. Mais oui, c'est fatigant. C'est super fatigant. Toi-même, tu as réfléchi comment là. Mais tu vois, c'était mon business plan. Ouais. C'est bon. Si je fais 50 mariages à l'année, ça veut dire que je suis quand même bookée toute l'année. OK, donc ça équivaudrait en faisant des mariages à tant. Voilà, j'arriverai à vivre avec l'équivalent, voire un peu plus de mon salaire annuel quand j'étais cadre en entreprise. Ouais. Donc ça va, je pense que c'est viable, ça peut être rentable et on peut le faire. Et je me lance, donc on est en 2017, au mois de juin, je décide de ne plus retourner dans le monde corporate Yes. et de me lancer et de suivre mon rêve, quoi. Et comment ça s'est passé? Oh, Il y a la théorie, il y a les calculs et il y a la puis théorie, il y a les slogans Instagram et puis il y a la vie. Et la vie, ce qui s'est passé, c'est que les 6 premiers mois, j'ai fait 0 client. waouh. Et comment tu l'as vécu? Comment t'as rebondi? Tous les jours, tu te dis, est-ce que j'ai fait le bon choix? Est-ce que c'est la bonne décision? Et entre-temps, parallèlement à ça, mon téléphone sonne tous les jours avec des cabinets de recrutement qui ont oui, on a un super poste, on a une super opportunité. Tous les jours, pendant 6 mois, de juin à janvier, mon téléphone sonnait. Oui, on a un poste à proposer. Oui, votre profil nous intéresse. Oui.
Et c'était comme une tentation, en fait, de me dire: «Est-ce que tu crois assez à ton rêve pour le suivre et y aller jusqu'au bout et te donner tous Mmh. les moyens d'y arriver sans excuse? Ou est-ce que, bah, finalement, ouais, j'ai juste tenté, je me suis mouillé le pied, mais bon, je suis pas rentrée dans la piscine à Ouais, fond ouais, ouais. et je retourne dans le confort de mon voilà, du salaire qui tombe tous les mois, du cadre que Ouais. tu connais déjà et puis, voilà, Mmh d'être, mh. en fait, de censurer parce que pour une créative, autonome, autodidacte, libre, pétillante, qui a une personnalité comme la mienne, aller m'asseoir derrière un bureau de 9 heures à 18 heures, derrière un écran, sans interaction, C'est dur. c'est dur Ouais, ouais, et ça peut créer que des frustrations. c'est clair. Mais donc pendant ces 6 premiers mois, je me disais: «Dieu m'a donné un cerveau, je vais le faire fonctionner et trouver des solutions coûte que coûte». Donc je lance, mes ateliers Ramène ta trousse. Les gens, cliquent sur, Facebook: «Je viens, je viens, je viens» parce qu'avant quand on sur les pages Facebook, Oui, on les pouvait créer un événements. événement et les gens cliquaient: «Je viens» et Ouais. le jour J, personne ne se présente à l'adresse. Aïe, aïe, aïe. Donc tu te retrouves là l'après-midi du samedi, nobody. Et tu es frustré parce que maintenant tu vas écrire des messages genre: «Mais vous avez cliqué que vous participez, mais pourquoi vous n'êtes pas là? Voici l'adresse et tout». Et il n'y avait pas encore tous les systèmes les plateformes pour prendre Oui, rendez-vous et payante, payer sur place. Calendly, tout ça là. Exactement. Ouais, ouais, Donc ouais. il fallait trouver des stratagèmes et des solutions. C'était pas assez facile, pour pouvoir convertir la personne qui est intéressée par ce que tu proposes à devenir maintenant le le client en face de toi. Oui, oui, oui. Ouais. Et donc Il y a pas d'engagement en fait avec, tant qu'il y a pas d'argent, il y a pas d'engagement. ouais, ouais, c'est ça. Et bah, pendant ces temps-là, donc j'ai travaillé ma technique, j'ai travaillé ma technicité, je me suis formée, j'ai investi dans des coachs, j'ai investi dans des mentors. Mmh, En France, je n'en ai pas trouvé à ce mmh. moment-là. Donc j'ai dû aller aux États-Unis, chercher des mentors dans le make-up qui travaillaient avec une technique et un rendu qui, moi, me correspond. Mmh, mmh, Parce mmh. que, bon, voilà, il y a plein d'écoles dans le Exactement, maquillage. ouais. Mais moi, ma vision a toujours été de pouvoir révéler la beauté des femmes pour qu'elles puissent se voir le potentiel de beauté qui est déjà en elles Waouh! et non pas Mmh. rajouter quelque chose d'extérieur. En fait, c'est vraiment ma vision, c'est ça. Je préfère travailler avec les cils naturels de la personne, lui montrer comment avec juste le mascara, elle peut avoir des cils incroyables, que de montrer juste comment coller et rajouter des faux cils à chaque fois, tu Mmh. vois? Je préfère montrer à la personne comment elle peut sublimer sa peau que de couvrir et camoufler derrière des tonnes et des tonnes de maquillage. Je préfère montrer aux gens comment ils peuvent sublimer, valoriser ce qui est déjà à l'intérieur d'eux. Mmh, Au lieu mmh, mmh. d'apporter en fait des artifices qui font que finalement ils ne voient pas ce qui est déjà beau chez eux et ils croient qu'ils Ils se sont beaux juste cachent, quand ils ouais. doivent rajouter ou cacher ou voilà, camoufler. Et donc Mmh. cette vision-là, donc c'est de là que vient ma signature effet peau nue, skin Oui. like. Mmh mh. Et je l'ai travaillé, travaillé, travaillé pendant toute cette période parce que mon motto, enfin, ce que je me disais à moi-même, c'est il faut que je sois indéniable, je dois être irréprochable, Mmh. je dois arriver à un rendu où, quand on voit, on sait et on se dit: «Ouais, ça, c'est Isabelle». Mmh. Et ça demande du temps, ça demande de l'investissement, ça demande de Ouais. l'effort et je me suis donné les moyens de Mmh de le mh. faire. J'ai également travaillé aussi toute ma communication. Oui. Donc je postais énormément sur les réseaux sociaux, les lives n'existaient pas encore. Ah ouais. Ah oui, moi je suis sur Instagram avant les lives, avant les stories! Ah, je suis Ah sur Instagram avant les non, non, stories! non, Ah non. oui, oui, oui. Et donc il y avait que des posts, en fait, des publications. Donc je Avant les postais réels même. ah ouais, ouais, je t'en parle même pas. Je postais, je postais, je postais, je postais. Et avec le hashtag #SkinLike effet peau nue, avec des légendes où j'expliquais ma vision, pourquoi je fais ça. Tu vois? Donc dans la communication aussi, parce qu'on était sur un public qui n'était pas du tout ni fan de maquillage, Ouais. ni bon, qui le regardait de loin ou qui ne se Mmh sentait pas mh. forcément concerné. Et je, je devais éduquer mon audience Ouais. avant de la convertir en acheteurs. Oui, Donc oui, je oui. comprenais vraiment que là, Mmh. je suis sur un domaine où tu vas pas juste dire à la personne: «Viens prendre un cours de maquillage» ou alors «Viens booker mes services». Il fallait que je l'emmène à déjà Ouais, voir quel est l'intérêt pour elle, bah, de pouvoir, d'être maquillée, c'est ça. comment est-ce qu'elle peut introduire des petits tips dans sa routine de tous les jours et là, qu'elle se rende compte que, bah, Mmh. écoute, j'ai essayé, j'y arrive pas toute seule, mais Isabelle, j'ai besoin de toi. Et Oui. là, elle passe à ramène ta trousse. Oui, oui, tu as vraiment été dans la pédagogie
Et ce que je trouve intéressant avec ce que tu dis, et quand on fait du branding, c'est très important de le savoir, c'est qu'avant de travailler sur la com, le marketing, etc., tu as travaillé sur ta technique, sur tes Ah compétences, oui, sur oui. voilà, être excellent. Et il y a des gens qui veulent parfois mettre le taureau avant Oui, les... le bœuf Non, avant le bœuf avant non, les... la charrue La avant les charrue bœufs. avant les bœufs. Le taureau avant les cornes. Le taureau avant les bœufs, non mais... Donc, oui, il y a souvent des gens qui veulent mettre la charrue avant les bœufs. Et donc, je le vois souvent hein, dans l'entrepreneuriat, tu dois le voir aussi. Oui, je veux faire un site internet, je veux faire un logo, Je veux avoir les je veux cartes de faire... visite. Voilà, les cartes de visite. Alors que la base même, c'est-à-dire leurs compétences, bah, c'est pas là, c'est pas travaillé, c'est pas encore... voilà, c'est pas ça. Et ça, c'est très important, ce que tu dis. Et le discours n'est pas de dire qu'il faut être parfait avant de Mm. commencer. Oui. Par contre, il faut que tu te donnes les moyens de donner le meilleur de toi-même. Mm. Va jusqu'au bout. Je dis toujours aux gens, allez jusqu'au bout de votre intention, Ouais. du geste, de ce que tu voulais faire. Si tu voulais aller à droite, va vraiment à droite. Mm, Ne va mm, pas un petit peu et puis non, va jusqu'au bout de Ouais. l'intention que tu avais en fait. mm. Et ça a été le cas. Et c'est pour ça que tu me diras, tu as certainement déjà fait l'expérience. Quand tu vas dans un bon restaurant, tu n'as pas besoin de voir son compte Instagram ou Ouais. sa page Google. Mm. Quand tu as bien mangé dans un restaurant, tu en parles autour de toi et tu C'est le ramènes à clair. tes amis. Et donc, c'est de ça qu'il s'agit. C'est au-delà du marketing digital, l'expérience client, la prestation, le rendu et la qualité de ce qu'on Mm. apporte doit être déjà là. C'est ça. Parce que tout le reste, pour moi, c'est la chantilly, en fait, sur le gâteau, Voilà. la gaufre, la crêpe. La cerise. C'est vraiment le truc au-dessus. Mais le contenu, ce qu'on mange, ce qu'on recherche, c'est vraiment le contenu. Ce qui fait la consistance, c'est ton offre, c'est ton produit, c'est ce que tu as apporté. Ouais, c'est clair. Et d'ailleurs, c'est l'une de tes... Enfin, il y a une signature que je vois souvent, où Ouais. dès que je pense à toi, je pense à ça, c'est je suis pas une make-up artiste à 50 €. Oui. T'en as fait un I'm post not a Instagram. $50 makeup artist. Nope. Oui, parce que tu vois, ça aussi, c'était important au début de ma carrière pour éduquer l'audience, pour qu'ils comprennent que la compétence, l'excellence a une valeur et ça se paye. Ouais. Moi, j'arrive dans le métier de maquilleuse à une période où c'est pas populaire, il y en a pas beaucoup et le public n'est pas encore éduqué à comprendre la valeur qu'il y a dans le fait de booker une maquilleuse. Parce qu'à l'époque, je te parle de 2015, même 2010, non, allez, 2015, jusqu'en 2015 à peu près, eh bien, quand tu voulais te faire maquiller, tu allais chez Sephora, chez MAC ou en institut. C'est ça. Les gens n'avaient pas ce réflexe dans leur façon de consommer, de prendre les services d'une maquilleuse qui se déplace et vient à leur domicile pour les embellir chez eux. Ce n'était pas une habitude de consommation. Ouais. Et donc, si tu peux aller chez ton coiffeur et puis te passe un petit peu de poudre et un rouge à lèvres pour 20 €, 50 € après ta coiffure, ton brushing, tu ne comprendras pas que derrière, tu as une maquilleuse qui te facture à 150 € une mise en beauté chez toi. Ouais. Et donc, quand j'avais des demandes de devis pour les mariages ou pour des shootings ou autres, et j'en ai traité, hein. Je peux te dire que j'en ai eu des personnes, parce que j'ai été formée par les Américaines. Donc, elles ont tout un, elles ont tout un process de vente. Bon, ça, c'était avant 2020, où c'était par téléphone, où tu vas faire le parcours de vente avec ton prospect, où tu vas rentrer dans son univers, tu vas l'emmener jusqu'à la signature et il sort la carte bleue et il paye. Ouais. Donc, elles convertissaient leurs clientes comme ça. Ça ne fonctionne pas en France. Je me suis tapé les 45 minutes d'entretien au téléphone avec des nanas qui, à la fin, me disaient « Ouais, mais moi, j'ai un budget de 70 €. » Je dis « Girl, okay. » Ou alors, je passais des nuits blanches à faire des beaux PowerPoint de devis avec le décor, le lieu du mariage de la fille, les thèmes couleurs qu'elle m'a donné de sa déco et autres. Finalement, elle me dit « Oui, mais moi, j'ai 40 € de budget pour moi. » Donc, non. Donc, il fallait que je le martèle. I'm not a $50 makeup artist. Non, je ne suis pas une maquilleuse à 50 €. Please. Nope. Tu l'as même mis en Oui, arrière-plan de ton podcast, comme tu l'as mis en post. Enfin, vraiment, ça, c'est une phrase. À chaque fois que je pense à toi, je pense à ça. Mais le message est passé. Mais oui, le message est passé. Il y a aussi, vraiment,
Au début, quand je me lançais, je savais qui était ma cible. Je savais quel est le type de clientèle que je voulais attirer et avec lequel je voulais travailler. Tu sais, Ouais. en marketing, et même on a dû entendre déjà parler du client idéal. Ouais, ouais. Chaque prestataire ou chaque marque sait quel est le client idéal avec qui elle veut travailler. Mmh Ce mh. n'est pas de la discrimination, c'est de la clarté. Air France, quand ils font leur publicité, ne s'adresse pas à tout le monde. Ils ne Mmh. s'adressent pas aux clients d'EasyJet. EasyJet s'adresse à une catégorie de clientèle. Mmh mh. Air France, quand ils vont communiquer, tu vas voir qu'ils vont communiquer sur leur première classe. Ils vont Ouais. communiquer sur la business class. C'est leur cible. Maintenant, ça ne veut pas dire que les clients ne vont pas booker leur vol en Ouais. classe éco. Mais leur communication est orientée autour d'une cible particulière, Mmh. précise. Ouais. Aujourd'hui, par exemple, tu vois, j'ai des services qui s'adressent à une certaine clientèle et des services qui s'adressent au grand public. Tu Comme vois. Ramène ta trousse, Ramène ta trousse, qui c'est est vraiment mon hyper produit grand accessible public même où en prix, Madame Tout le Monde, ouais. exactement, peut s'offrir 1 heure Mmh. pour apprendre à se maquiller avec sa trousse et repartir avec des conseils personnalisés. Ah, je vais prendre ça. Tu es la bienvenue. Voilà, après l'émission, On on en book parle. on book le créneau. C'est quand même plus de 4000 femmes qui ont déjà vécu Ah, c'est l'expérience. génial. Waouh. Ouais, on a un taux de satisfaction très, très élevé. Ah, mais c'est bien surtout d'apprendre, et je pense en tant que femme noire particulièrement, je sais qu'il y a des cours à Mac, ou des trucs comme ça, mais c'est pas pareil. Je suis pas sûre qu'elles aient forcément la maîtrise de la peau noire. Et puis toi, tu as vraiment cette signature-là, Skin Light, qui, voilà, qui est assez intéressante. Merci, merci. Si tu es au-delà d'un cours de maquillage, pour moi, ma vision, c'est pas de faire des femmes des make-up artistes ou de Ouais. faire des pros. C'est simplement de leur redonner le pouvoir, Mmh. tu vois, de se dire je peux si je veux. Ouais. Si je veux si je veux me sublimer aujourd'hui, je peux parce que je sais quoi faire, je sais quel pinceau sert à quoi, je sais à quel outil, je peux. Ouais. Et demain, si je veux pas, bah, je le fais pas. Voilà, voilà, on s'amuse avec ce qu'on a. Voilà, on n'est pas obligé de se maquiller tous les jours, Ben non, de la non. même manière. Voilà. OK. Justement, je parlais des peaux noires, etc. Est-ce que tu peux me parler de la spécificité, enfin, si tu en as vécu, hein, d'être une femme noire, une make-up artiste noire, est-ce que justement, c'est quelque chose qui a participé à ce que les gens aient du mal à mettre le prix? Ou enfin voilà, c'est quoi un petit peu ta vision en tant que femme noire camerounaise? Eh bien, 99% de mes clientes sont des femmes noires. D'accord. 99,9% des personnes qui prennent des ateliers Ramène ta trousse sont des femmes noires. J'ai pu travailler et collaborer avec des femmes blanches, des personnalités, même de la musique, telles que Jennifer ou Amel Bent, ou encore Jane, la chanteuse. Mais en termes de clientèle régulière, mes clientes, c'est des femmes noires. C'est des personnes qui ont en priorité le besoin de trouver des produits qui correspondent à leur peau, à leur carnation. Ouais. C'est vraiment le besoin le plus important et c'est celui qui, encore aujourd'hui, n'a pas été résolu auprès des femmes noires. Donc, ça veut dire qu'il y a encore du chemin. Il y a une douleur, hein, aussi de Il y a une pas douleur trouver, également. Combien de fois on a vu à la télé des personnes à peau noire qui étaient enfarinées? Je n'appelle pas ça maquillées. Ah non, non, non. Elles étaient grises, elles étaient rouges, elles étaient... Voilà. Parce qu'on ne prêtait même pas attention à l'éclairage, parce que la lumière ne reflète pas sur une peau blanche comme sur une peau noire. Exactement. Et donc, on doit pouvoir étalonner même au niveau des réglages de couleurs pour que la peau noire également soit mise en valeur. Mais très souvent, voilà, on va se focaliser sur la peau blanche et la peau noire à côté va paraître fade, pâle et ne va pas être sublimée correctement. Donc, c'est des vrais sujets, tant au niveau des produits qu'au niveau de l'audiovisuel, au niveau de l'image, in fine, des personnes noires. Quel est mon ressenti par rapport à cela? Eh bien, je dirais qu'on ne doit pas s'arrêter d'en parler et d'éduquer. Aujourd'hui, je suis ravie de voir que chez des marques et même dans certaines émissions, il y a un peu plus de représentation de personnes noires. Mais à la fin de la journée, les personnes qui décident ne nous ressemblent pas. C'est clair. Ouais, donc il y a encore du chemin. Il y a pour du toi. chemin. Ouais. Et justement, en tant que créatrice de contenu depuis très longtemps. OG. Voilà. Elle a vécu les débuts d'Instagram, de Facebook, de Google.
Donc, en tant que créatrice de contenu, est-ce que tu as conscience aussi de la responsabilité que tu as par rapport à l'image que tu renvoies finalement en tant que femme noire, tu Ah le oui, ressens? ah oui, Ouais. ah oui. En tant que femme, en tant qu'épouse, en tant que maman, en tant que grande sœur, en tant que femme chrétienne, en tant que chef d'entreprise, oui, toutes les casquettes que je porte, je comprends je reçois beaucoup d'amour, Mmh. beaucoup, beaucoup, beaucoup d'amour, mais je comprends que derrière ça, il y a aussi une responsabilité Ouais. et que je ne peux pas venir just carelessly, tu vois, dire n'importe quoi, Faire n'importe faire quoi, n'importe quoi promouvoir n'importe pour quoi. promouvoir. En fait, tout ce qui va à l'encontre de mes valeurs, si je n'ai pas d'opinion, je préfère m'abstenir que Mmh. d'attiser ou alimenter des Ouais. polémiques, des clashs ou des cancans inutiles. Mmh. J'en ai eu en backstage des situations qui étaient pas très agréables avec d'autres personnalités sur Internet. Mais je ne vais pas utiliser mes plateformes pour venir Mmh. dénigrer, Ouais. pour dévaloriser, pour exposer. Ça sert à quoi en fait des personnes, pour avoir des vues ou bien pour... Clair. Non, il y a des personnes donc, de la blogosphère ou de la internetosphère que je connais, avec qui voilà, il y a eu des situations. Je préfère le traiter en arrière, En bac, ouais. voilà, que de... Je pense que ça demande d'avoir de l'amour de soi Mmh. et du respect pour les autres. Exactement. Ouais. Et justement, est-ce que toi, tu en as déjà reçu de la critique, de la haine ou enfin voilà, campagne de pas forcément campagne, mais du Si j'ai déjà harcèlement en été dans la ligne? sauce. Ouais, est-ce que tu as déjà été dans la sauce, voilà, Never. en d'autres termes? Never. Je suis camerounaise, je suis prête. Pour ceux qui viennent pour moi. Non, je pense que la manière dont on se présente aux autres set the tone. Mmh. Je sais pas comment on dit ça. Tu vois, ça met Oui, ça met le ça fixe en fait le ton. le ton, voilà, ouais. Je donne le ton, Ça donne le ton. voilà. Je communique avec beaucoup de respect, beaucoup d'amour, beaucoup de bienveillance. Mmh. Et les personnes qui arrivent sur mon compte peuvent le voir et voir que Ouais. ici, c'est pas le quartier. Et que, bon, Black Bourge. Hein. On va y venir. Et que, tu vois, une fois, j'ai participé à un live. Oh, je suis sortie de là choquée. Je me suis dit, mais pourquoi est-ce que le hôte du live a même pensé à m'inviter dans une arène de hyènes et de loups? Je n'avais rien à faire là. Parce que quand tu es dans une optique de partage, tu comprends que la personne en face de toi, on peut parler argument à argument, Mmh. mais pas... OK, on peut avoir des opinions Ouais. divergentes, mais tant qu'on arrive à communiquer, Mmh mh. eh bien, on peut aller quelque part. Mais si les personnes qui en face de toi sont juste dans une optique de critique, Attaque, ouais. d'attaque Potin, gratuite, ouais. en fait, il n'y a rien qui sort de là. Donc, c'est pas du tout mon terrain de jeu, je n'ai Mmh. rien à en tirer. Tu ne me connais pas, donc tu juges en fait Mmh. du néant. Tu vois? Ouais. Voilà. Je n'entretiens pas ça. Mmh. Justement, tu as parlé de Black Bourge. Le nom de... Enfin, ton podcast, podcast. il a changé de nom. Maintenant, Oui, il il a s'appelle évolué. Première Classe. Business Class. Voilà, Oui. j'hésitais entre business et première. Je dis, Yeah. c'est encore quoi. Donc, j'ai bien aimé... Est-ce que tu peux me parler de ton positionnement de ce podcast? Pourquoi d'abord Black Bourge et pourquoi voilà, Ouais, ça a l'évolution? évolué. Eh bien, en 2023, donc je décide... En fait, j'ai une amie qui m'envoie notre vocal, elle me dit, Isabelle, je trouve que les réels que tu postes sur Instagram sont trop courts et on n'a pas l'opportunité de t'écouter et d'avoir ton avis, ta perspective par rapport à plein de sujets. Tu devrais faire un podcast, tu devrais te lancer. Je me dis, mais qui va écouter ce que j'ai à dire? Mais ma voix, oh là là, mais qui va écouter? Et de quoi pourrais-je parler? Et là, je me dis, mais tiens, beaucoup de personnes qui sont mises en valeur sur Internet à ce moment-là, parce que les choses évoluent, tu sais, le Oui, monde n'est pas oui. statique. À ce moment-là, beaucoup de personnes qui étaient mises en valeur, c'était du contenu trash, c'était des femmes noires vulgaires, c'était du contenu où je ne m'identifiais pas, je ne me reconnaissais pas dans cette... Ouais. Ou alors c'était, Cité, oui, je sors de la cité, ouais. et puis je m'en suis sortie. Je dis, ok, moi, j'ai jamais vécu en cité, mes parents ne sont pas pauvres, j'ai pas à m'excuser pour ça.
j'ai eu le privilège de faire des études supérieures, je viens d'un milieu aisé. On a aussi des histoires à raconter, on a aussi une Bien sûr. perspective par rapport à la vie. Mm. Et c'était tu vois, aussi mon moment fier d'être noire, mais fier d'être noire et bourge. Parce qu'effectivement, en regardant autour de moi, mon entourage, les personnes avec qui j'ai grandi, les écoles dans lesquelles j'ai été, eh bien, voilà, on a des choses à dire, on a vécu des choses, on a une perspective, on a une valeur aussi à apporter, mais ce n'est pas toujours ce type de contenu et ce type de personnalité qui sont mis en valeur Oui. sur les réseaux sociaux. Mm. Et donc, la plupart des gens, quand ils entendent noir, tout, ils se disent, ouais, elle vient de la cité, C'est ou ça. alors elle était dans tel truc, et puis voilà, il y a Ouais. plein de clichés qui s'allument. Exactement. Et je ne m'identifie absolument pas à ces clichés. Donc, j'ai voulu créer aussi un espace où des pour Black nous, bourges, voilà. des noirs bourgeois, issus de la bourgeoisie, et qui assument, prennent la parole. Tu as créé cet espace alors que ça peut être mal vu par certaines personnes. Et comment Et comment J'étais consciente que sur ce type de sujet, ça peut être clivant. Ah oui, ça l'est. Mais je voulais justement susciter la curiosité pour que les personnes viennent écouter en fait ce qu'on a à dire et comprennent que mon discours n'était absolument pas un discours séparatiste ou discriminant, mais au contraire, où j'attire l'attention sur le fait que la bourgeoisie ne vient pas forcément de nos biens matériels ou de nos possessions ou de l'argent qu'on a en compte en banque. Ça vient de valeurs, ça vient de notre éducation et des qualités de vie, en fait, des qualités qu'on incorpore à notre vie. Des standards. Je parle des standards, je parle également de l'ascension sociale, je parle du fait que même de mon histoire personnelle, mon papa était pauvre, bien que bourgeois par titre, parce qu'il vient de la royauté. Ma maman, elle, était plutôt aisée, et qu'ils ont réussi en fait à trouver à construire ensemble. Et que la bourgeoisie n'est pas dans ce sens-là, en fait, ce n'est pas un état de juste ce que tu as dans le compte en banque parce que tu es riche ou parce que tu portes des marques ou des choses comme ça, mais c'est vraiment une question de noblesse de vie, une question de noblesse de caractère. Et je parle justement de plein d'histoires, tu sais, les mariages dans la bourgeoisie, les familles riches où les parents veulent déshériter parce qu'ils veulent épouser ceci, cela. Des histoires que j'ai vécues. Et des personnes de mon entourage également ont vécu. Je parle du choix du conjoint, je parle du choix de carrière, de comment ça peut être compliqué quand tu portes un nom, de pouvoir trouver aussi ton chemin, que c'est pas facile en fait, tu vois. Il y a des situations qui sont universelles, quelle que soit la classe sociale. Ouais. Et ouais, non, c'est assez intéressant. J'ai écouté justement les épisodes sur la vie de couple. Tu as aussi interviewé quelques entrepreneurs, notamment un ami, Moulay Tabouré. Ah, super. Voilà. Donc, non, vraiment, je me suis aussi reconnue dans ton podcast parce que, pareil, il y a... En fait, quand tu arrives en France et que tu es noir, on dirait qu'il n'y a qu'une catégorie pour nous. Et on le voit dans les entités d'accompagnement, etc. C'est toujours cité, je ne sais pas quoi, entrepreneur de la cité. Et en fait, si tu es noir, même si tu ne viens pas de la cité, tu peux rentrer dedans. Parce que, en fait... on n'arrive pas à associer, tu vois, le fait d'être noir, le fait d'avoir fait des études, ou d'évoluer, ou d'occuper certains postes ou certaines positions en société. Tu vois, je connais des noirs de mon entourage, des personnes africaines, noires, qui sont préfets, qui sont médecins, qui sont professeurs d'université, qui sont chefs d'entreprise à succès en France, qui sont riches. Oui, parce qu'on peut le dire. Oui, on a le droit. Ils ont le droit. Beaucoup de personnes de mon entourage sont des gens très riches. C'est des personnes qui sont très aisées. Et c'est encore très tabou de parler de cette façon en France. Et en même temps, c'est indispensable. Et je pense que ton podcast va participer à ça positivement. C'est très important aussi pour nos communautés d'avoir des représentations positives. C'est pas seulement... en fait, j'ai l'impression que le succès, quand on est noir... Voilà, c'est les footballeurs, c'est les rappeurs, les musiciens. Mais c'est les personnes qu'on va
que tu vas rarement voir autour d'un Ouais. plateau sur des sujets De société, importants, intellectuelle, etc. Ouais. scientifiques, Mm. de recherche, tu vois, sociaux. Pourtant, voilà, il y en a, et il y en a plein. Il y en a Mm. beaucoup plus qu'on imagine. C'est ça. Ouais, c'est intéressant. Alors, l'évolution vers business class, c'est fait parce que bon, j'avais Black Bourge pendant 1 an où voilà, on parlait d'entrepreneuriat, on parlait de sujets de mariage, de travail, de choix de carrière, de vocation, d'argent. Et j'ai fait un sondage autour de moi parce que je trouvais que je n'avais pas le retour que je voulais. Mm. Je me disais que je veux créer une plateforme où les noirs bourgeois vont se reconnaître, vont se retrouver. Et je parlais avec des amis qui peuvent très bien s'identifier à cette catégorie, qui me disaient, oui, mais moi, tu vois, moi, le titre, ça me dérange, moi, le nom, j'assume, enfin, j'ose pas. Oui, je suis aisée, mais je ne me considère pas comme une bourge. Je dis, mais si, t'es bourge. Enfin, t'es propriétaire d'un appartement dans le 16e arrondissement, à 2 pas des Champs-Élysées. euh, tu occupes un super poste dans une grosse entreprise. Tes enfants sont en école privée. Enfin, t'es une bourgeoise, quoi. Je dis, ouais, mais non, mais tu vois, j'assume pas. Non, moi, je ne m'identifie pas. Et ce qui, pour moi, était un espace qui devait être un trait d'union pour amener les gens à écouter. Un podcast, s'il n'est pas écouté, en fait, il sert à rien. Tu C'est vois, clair. juste, Ouais, tu parles avec malheureusement. toi-même. Mm. Mais donc, l'idée, c'était vraiment de pouvoir fédérer et de pouvoir ouvrir la porte à cet univers. Et donc, j'étais dans cette phase aussi où, après la faillite de mon entreprise, j'étais en train de me redécouvrir, de tester autre chose, de de retomber amoureuse du Mm. business et tout ça. Et je voulais parler, en fait, de situations avec ma perspective. Mm. Et donc, ça a évolué vers business class, donc le business avec classe. En fait, Yes, finalement, ok. on reste toujours dans cet univers premium, aspirationnel, mais avec une perspective business où je peux parler également de l'amour. Tu vois, Oui, pour les oui. femmes entrepreneurs, c'est pas évident de trouver Ah, ça. un partenaire quand on a déjà accompli et réussi sa vie professionnelle et que on devient presque une proie. mais c'est encore, et pareil, c'est encore Ouais, du ouais, vécu. Tu vois, j'en c'est des connais personnes de beaucoup mon aussi. entourage qui, voilà, qui me partagent aussi tout ça. Et j'ai envie de parler de tous ces sujets sans être Mm. limitée À une ligne édite. Enfin, voilà, une ouais. ligne éditoriale rigide. Ouais, ouais. Donc, c'est business class où je peux parler d'entrepreneuriat, de business, de la classe, du backstage aussi, de mon monde, des coulisses avec les stars, dans les palaces et tout ça. Ah, excellent. Et il est sur YouTube, ton podcast aussi. Il est sur YouTube et sur toutes les plateformes toutes les d'écoute plateformes. de podcast. Génial. Justement, tu viens de mettre le doigt sur un point que j'aimerais aborder avec toi. On t'appelle la maquilleuse des stars. Comment tu es passée de, voilà, je maquille des jeunes mariés, des femmes, ramène ta trousse, tout ça, Mhm. à la maquilleuse des stars? Eh bien, tout au début de mon projet, hein, de mon rêve, je regardais beaucoup les magazines américains. Il y avait Sophisticated Black Hair à l'époque et Black Hair également, magazine. Et il y avait Essence magazine et Bonnie. Moi, j'ai grandi avec ces magazines-là Ouais. où c'est des femmes noires qui étaient magnifiques, toujours très bien maquillées, sublimées sur les tapis rouges et tout ça, toutes ces stars américaines. Et quand je regardais en termes de stars africaines ou stars noires hors Amérique, je n'en trouvais déjà pas beaucoup. Mais leur image ne faisait pas rêver. Elles ne vendaient Ouais. pas du rêve avec leur image. Mm, mm. Et je me disais, mais pourquoi est-ce que les stars américaines, elles sont top? Tu vois, les Janet Jackson, Toni Braxton à l'époque, les TLC, les Destiny Child, Beyoncé, tous ces gens, elles étaient toujours super magnifiquement bien maquillées sur les tapis rouges. Et quand on arrivait dans la francophonie, ou avec des stars françaises, noires, déjà, il n'y en avait pas beaucoup. Je ne sais pas si tu peux me citer une star noire des années 90 française. Il y en a, mais voilà, faut vraiment Il chercher. faut creuser. Beaucoup, Creuser. beaucoup, 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 beaucoup. beaucoup. Donc là, tu vois, même le nom, tu vois, ça ne saute pas aux yeux tout de suite. Et je m'étais dit, je veux pouvoir apporter aux femmes noires d'Afrique, afrodescendantes, le même rendu et le même
niveau et excellence de maquillage que ces stars américaines. Mmh. Et c'est pour ça que je vais me former avec des personnes aux États-Unis Ouais. qui travaillent à ce niveau d'excellence. Je t'ai dit au début de notre interview que je suis la fille de 2 entrepreneurs. Oui. Quand je me lance, l'un des conseils que mon père me donne, c'est: ma fille, vise haut. Ouais. Ne te limite pas, vise haut. Ce conseil a été déterminant pour moi. Parce que je me suis dit, OK, si il me demande de viser haut, bon, c'est qui? En France, OK, le président de la République, c'est un homme. OK, bon, si je ne maquille pas la femme du président de la République, qui sont les personnalités les plus haut placées en France? Ta-da-da-da. Et donc, je me dis, je peux maquiller que les stars. Donc, mon goal, c'est de maquiller les stars. Waouh. Alors, comment y arriver? J'en sais rien. À l'époque, je n'ai pas de mode d'emploi. Je ne sais pas comment on fait pour arriver à ça. Mais je m'inspire du travail de ceux qui travaillent avec des stars, notamment Sam Fine, qui est un maquilleur. Pour moi, c'est le GOAT. C'est vraiment le pape du maquillage pour peau noire. Il est dans le domaine depuis les années 80, 90. Wow. Il a maquillé Tyra Banks, Naomi. Toutes les stars des années 90 ont été Brandy, you name it, Iman. Iman, la créatrice de la marque Iman, voilà, c'était son maquilleur pendant des années. Wow. Et donc, j'achète ses livres, ses DVD, je consomme tout le contenu possible et imaginable. Oui. On apprenait à se maquiller avec les DVD. Ouais. Pour les générations Z qui nous regardent, un DVD, c'est un... Bon, vous allez chercher sur Internet. Parce que nous, on se comprend. Hein. Mais j'ai l'impression que tu parles de la pierre taillée, quoi. Je sais pas, du Moyen-Âge. Pour eux, demande à un jeune de 16 ans, c'est quoi un DVD? Et donc, je consomme tout ce contenu et mon goal, c'est vraiment de maquiller les stars. Donc, de fil en aiguille, en fait, tout ce que je fais est intentionnel. La façon dont je communique sur mes réseaux sociaux, ça a pour but de pouvoir toucher et parler à cette clientèle-là. Ouais. Et de fil en aiguille, donc, je commence à m'intéresser à, OK, c'est une aparté, mais je forme les entrepreneurs qui veulent travailler avec une clientèle haut de gamme. Cette formation s'appelle Basic to Premium. Et l'une des choses que j'apprends, c'est aucun décideur, aucune personne en vogue ou en vue ne prend de décision seule. Que ce soit les rois, les présidents, les ministres, les chefs d'entreprise, ils ont un conseil autour d'eux. Ouais. Et en général, ça peut être autour de 5 à 7 personnes. Et un peu plus, si affinité. Si tu veux travailler avec le maire d'une ville, regarde qui sont les personnes autour de lui. Si tu veux travailler demain avec... tu es dans la décoration d'intérieur, tu veux rénover des appartements, tu ne sais pas où trouver tes clients, regarde les notaires, les agences immobilières, les personnes qui sont en contact direct avec les personnes, tes clients potentiels qui sont en mesure de payer tes services. Ouais. Et tu vas devenir l'ami de ce cercle autour de ta cible. Donc, je l'appelle murmurer à l'oreille du roi. Donc, il faut savoir qui sont les personnes qui murmurent à l'oreille du roi. Et j'ai commencé à m'intéresser pour travailler avec des stars, qui sont les personnes autour. Ça peut être des stylistes, les coiffeurs, les PR, les agents, les managers, les photographes, les journalistes. En fait, tout cet écosystème autour de la star que tu vises. Ouais. Ça a été très progressif. C'est un travail de profondeur, patient, mais c'est des relations qu'on peut tisser et on peut gagner très gros. Et donc, ça a été en fait ma stratégie. Et bien sûr, avec un gros coup de pouce de la grâce de Dieu pour pouvoir y arriver. Et donc, c'est comme ça que je me retrouve en train de maquiller Amel Bent, Jennifer pour sa tournée, Ayo, la chanteuse Ayo. On a travaillé, c'est ma bestie. On a travaillé ensemble son album récemment. Jane, Angela Bassett, Maria Borges, Lala Akindoju, qui est une actrice de Nollywood. Et en fait... Jali Amadou Amal. Comment elle s'appelle cette dame-là? Fatoumata Diawara, Elisabeth Chungi, en fait, tout ce monde. Mais c'était pas une personne qui m'a connectée, c'était en fait une succession de personnes qui... Et tel journaliste, Isabelle, on a une interview, est-ce que tu serais disponible? Et un photographe, et une PR, et en fait, des personnes de l'écosystème de la personnalité. Wow. Mais pour cela, il faut que ton travail soit indéniable. Que lorsque on voit ton travail,
on soit rassuré dans ta capacité de pouvoir le reproduire sur le talent. Mmh. Merveilleux. Là, je viens de faire une masterclass. Ouais, Là. mais c'est clair, masterclass Comment gratuite. travailler avec des stars. Voilà, Comment ça, ne le mot pas être d'emploi. un entrepreneur à 50 euros. Mais tu sais, l'un de mes plus grands moments de satisfaction, ça a été en 2020, lors de la Fashion Week, quand j'ai travaillé avec l'actrice Angela Bassett. Et qu'à un moment donné, je ne sais plus de quoi on parlait, elle et moi, et elle me dit j'ai travaillé avec Sam Fine. Non, on parlait de Sam Fine, donc qui est mon mentor. Make-up, mentor et tout. Et il a maquillé. Et je me retrouve en fait en train de maquiller une personne que mon mentor a maquillée. Donc ça veut dire que je suis arrivée à son niveau. Tu vois, Wow. que je suis rentrée dans sa catégorie en fait. Wow. Et là, je me suis dit, ouais. Et tu l'as rencontré Pas encore physiquement, parce qu'il n'est pas encore venu en France. Voilà. Et ça reste en Angleterre. Donc, certains de mes mentors, j'ai dû aller en Angleterre pour les rencontrer. Mm. Mais voilà, ça a été Et un beau moment. tu suis encore son travail Ah oui, aujourd'hui? ah oui. Ah oui, comment Oui, très, je suis, ouais, vraiment. Et justement, comment se passe ta relation avec des clients? Comment voilà, qu'est-ce qui se passe en fait quand on fait appel à toi pour un make-up, que ce soit un mariage ou voilà, comment tu tisses ce lien avec tes clients? La première chose, c'est toujours garder à l'esprit que tu es une professionnelle. Mm. Si on a fait l'appel à toi, c'est parce que tu es une pro. Donc, au début, tu vois, j'avais beaucoup de manque de confiance en moi, comme beaucoup de personnes, parce que j'ai eu un gros problème pendant beaucoup de temps de légitimité. Ouais. Je me dis, ouais, mais bon, j'ai pas fait d'école de maquillage, j'ai pas de formation, je suis une autodidacte. Ouais. Moi, j'ai appris avec YouTube à l'époque, avec des magazines, à tâtonner, en fait. Je me suis formée par moi-même au fil de l'eau, mais j'ai pas fait d'école de maquillage, donc je savais jamais si c'était vraiment bien. Tu vois, j'avais besoin de validation, de beaucoup de validation. Et jusqu'à ce que je comprenne que, écoute, voilà, ce que tu fais, c'est super, quoi. Vas-y, assume. Et puis, et donc, quand j'arrive en prestation, je sais que voilà, je suis la pro, je sais ce que j'ai à faire. Et surtout, je ne suis pas là juste pour maquiller, je suis là pour permettre à ma cliente de vivre une expérience agréable. Ouais. Donc, qu'elle soit bien. C'est vraiment ça le goal, c'est qu'elle soit bien. Quand je faisais des ateliers Ramène ta trousse, bon, je les fais toujours, mais tu vois, ça m'est arrivé avec certaines clientes qu'on passe 2 heures juste à parler avant de commencer le cours. Oh. Parce que mon goal, c'est qu'elle soit bien. Il y a des, je ne te cite pas le nombre de personnes qui m'ont dit « Ah ouais, Isabelle, franchement, tes séances devraient être remboursées par la Sécu parce que c'est mieux que chez le psy. C'est une thérapie, ah ouais, je me sens quoi. bien, ouais, c'est comme une thérapie, Ouais. je me sens bien. Ah oui, je sors de là, je suis bien. » Et mon goal, c'est ça, vraiment que la cliente soit bien. Ensuite, on s'amuse, quoi. Enfin, franchement, moi, c'est du fun. J'ai l'impression de jouer à la poupée quand je suis avec mes clientes. Elle va faire du coloriage et tout. Et j'ai vraiment mon intention, c'est vraiment que la personne aime et qu'elle s'apprécie. Donc, je peux faire le meilleur travail au monde. Si la personne en face n'a pas ce moment de « waouh », je me trouve belle et j'ai passé un bon moment. Je ne suis pas arrivée jusqu'au bout, en fait. Ouais. Donc, c'est vraiment ça le but à chaque fois. Et de vraiment que la cliente passe un bon moment. Si elle est un peu stressée, je vais lui permettre soit de parler si elle veut, ou de juste rester dans sa bulle. Si je vois qu'il y a un terrain pour parler, on va papoter, on va raconter, on va refaire le monde et autres. Mais c'est vraiment qu'on passe un bon moment ensemble. C'est important. D'ailleurs, sur tes réseaux sociaux, tu as du contenu pro, tu vois, mais tu as aussi beaucoup de contenu où tu partages tes réflexions sur la vie, tu réponds aux questions. Et récemment, tu as perdu ta maman et tu l'as partagé aussi sur tes réseaux, comment tu traversais ça. Comment tu le vis aujourd'hui? Qu'est-ce que ça t'a apporté? Tu as fait un post hier où justement tu en parlais et tu disais qu'il y avait un cadeau. Alors, tu as vécu une grande souffrance et tu arrives quand même à avoir un cadeau dans cette douleur. Tu peux m'en parler? Eh bien, j'ai toujours, dans mes communications, dans mes réseaux sociaux, en fait, intégré toutes mes facettes. Donc, je suis maman. Donc, au départ, je montrais beaucoup mon côté maman entrepreneur.
maman Mmh. entrepreneur, pour montrer aussi que, voilà, les personnes qui me contactent ou bien qui travaillent avec moi, c'est pas juste Isabelle, c'est Isabelle, la maman, qui est entrepreneur. Mmh. Parce que j'avais 2 enfants en bas âge et 2 enfants qui étaient à l'école, donc il fallait que je puisse aussi montrer, bon, parce que c'était pas aussi très populaire à l'époque de Ouais, voir des femmes qui, étant enceintes, travaillent ou avec le bébé travaillent. Aujourd'hui, c'est beaucoup plus démocratisé, mais ouais. c'était pas populaire. Donc, je voulais montrer et motiver et encourager beaucoup de femmes qui, Mmh. pour elles, le fait d'avoir un enfant, c'était la fin de tout. C'était un boulet, un obstacle. Ouais. Leur montrer que non, on peut avec. On Mmh. peut, même avec un bébé, développer une entreprise, Mmh. poursuivre ses rêves, avancer, faire ce qu'on a envie. Et je montrais que c'est possible en le faisant, Mmh, mmh, mais mmh. je ne tire pas de gloire parce que j'ai vu ma maman faire. Oui, oui. Donc, j'ai toujours partagé aussi l'influence que ma maman a été pour moi Mmh. en tant que femme, dans Mmh. la féminité, la coquetterie, la beauté, le goût pour les belles choses, le savoir-vivre, le savoir-être. En tant que chef d'entreprise, parce que Mmh. voilà, elle était sur tous les fronts, c'était une investisseur, une entrepreneur, enfin, une, une philanthrope. Voilà, elle était vraiment sur tous les fronts. En tant que maman aussi, parce qu'elle a eu 5 enfants Ah et ouais. j'ai jamais vu ma mère allongée dans le canapé en mode congé mat, c'est bon, je suis au bout de ma vie. Elle était sur les talons aiguilles jusqu'au jour de l'accouchement. Enfin, c'était une rockstar. En tant qu'épouse, parce que toutes ces casquettes ne l'empêchaient pas, à la fin, de s'occuper de mon papa, de toujours le mettre, voilà, de lui donner sa place de roi et autres. Donc, elle a vraiment une très forte influence dans ma vie. Mmh. Le fait que j'aime autant le rouge à lèvres rouge, c'est parce que ma maman ne quittait jamais son rouge à lèvres rouge. Et elle me disait toujours, tant que tu as ton rouge à lèvres et Jésus, Mmh. tout va bien. Donc, le monde pouvait s'écrouler autour d'elle. Mais enfin, elle était toujours debout, quoi. Et elle a vécu tellement de choses. Et Mmh. pendant les fêtes de mère, la fête des mères, je mettais toujours ma maman en valeur. Mmh. Enfin, on avait fait un live il y a très longtemps ensemble. Euh, donc, elle fait partie intégrante de mon parcours Mmh. d'entrepreneur et de la femme que je suis. Donc, son départ au mois de mai, ça a été... c'était naturel, en fait, de le partager aussi sur mes réseaux. Ouais. Parce que c'était pas juste la mort de ma maman, c'était la façon de l'accompagner, la façon d'organiser les obsèques, de lui rendre hommage, Ouais, ouais. de parler aussi de ses valeurs, tu vois, de ce qu'elle nous a transmis, de ses messages. Tu vois, il y a des Mmh. vidéos d'elle que j'ai pu reposter sur mon compte et qui Ouais. ont vraiment fait du bien à tellement de femmes. Je Mmh. me suis dit, waouh, même étant partie, bah, elle continue à avoir cet impact, en Ouais, fait. ouais, ouais. Et, et l'après, bien l'après, ben oui, je le vis aussi parce que ça, forcément, ça. euh, Je sais pas comment le dire. C'est tu vois, quand je pense à ma mère et je pense à son départ, c'est pas juste quand je suis née. En fait, j'imagine déjà moi étant dans son ventre. Je me dis: «Mais elle m'a Mmh. portée dans son ventre pendant 9 mois». C'est la relation la plus, proche que tu peux avoir avec quelqu'un, quoi. C'est clair. Ouais. Tu vois? Elle m'a portée pendant 9 mois et elle m'a portée pendant 43 ans, Mmh. jusqu'à son départ, en fait. Tu vois? Je restais son bébé jusqu'à ce qu'elle parte. Donc, c'est en fait, je réapprends à vivre Mmh. simplement. Je Ouais. dois dire ça. Je réapprends à vivre et à découvrir le monde sans avoir les jupons de maman derrière lesquels me cacher. Mmh. Mmh. Oui, tu parlais d'ailleurs d'une nouvelle toi, en fait, qui voit le jour. C'est vraiment ça, c'est une Ouais, renaissance. c'est une nouvelle Isabelle, effectivement, qui, je crois que s'est libérée du désir de plaire aux gens. Oui. Mmh. Parce que maman était là, donc je voulais plaire à maman quand même, tu Mmh. vois. Mmh. Et bah, elle est plus là et je suis dans cette phase. Après, je sais que le deuil se passe en plusieurs phases, mais je crois que je suis dans cette phase où je vais peut-être pas être politiquement correcte, mais j'en ai rien à cirer en fait. Vraiment, Ouais. j'en ai rien à faire de l'état d'âme des gens vis-à-vis Ouais. de moi. Et c'est assez libérateur et ça donne une certaine audace. Et ça, en fait, ça enlève beaucoup de peur du risque. Donc, j'ai pas peur de sauter, Mmh. de recommencer à nouveau, de sauter à nouveau, de prendre des risques beaucoup plus grands.
Ouais. Je suis dans cette phase et c'est en même temps Mmh. excitant, en même temps effrayant, en même temps nouveau. Enfin, c'est l'inconnu. C'est une nouvelle moi, complètement. Ouais. Belle renaissance. Waouh, c'était une très belle conversation. Ça fait déjà 1 heure. Non. Oui, oui, je t'assure. En réalité, on pourrait parler 1 heure de plus. Mais malheureusement, on va devoir conclure. Euh, Si tu avais un conseil à donner à une jeune femme ou même à un jeune homme, à une personne qui hésite, qui sait pas trop, qui hésite à se lancer, par exemple dans l'entrepreneuriat, ou qui est déjà lancé et qui souhaite se développer et aller vers une nouvelle cible, etc., ce serait quoi ce conseil? Le même conseil que je donne depuis à peu près 10 ans, c'est commence avec ce que tu as. Hmm. Des fois, on va aller chercher des trucs à l'autre bout du monde, alors qu'on a vraiment déjà des ressources et des pépites à l'intérieur de nous. Et quand je dis commence avec ce que tu as, c'est vraiment regarde qu'est-ce que tu sais faire, que tu sais Mhm. bien faire, que tu pourrais passer tout ton temps à faire et qu'on pourrait payer. Il y a des gens qui sont prêts à payer pour tout. C'est clair. Donc, commence avec ce que tu as. Ouais. Observe qu'est-ce que tu as déjà. Il y a des personnes qui disent ouais, je vais faire un chauffeur Uber, donc je vais aller prendre un prêt, acheter une voiture, payer une formation et tout. Je dis non, non, non. Si tu as déjà une voiture, commence à faire peut-être Citigo ou faire Blablacar. Commence déjà avec ce que tu as. Vois comment ça donne. Tu apprends de ton expérience au premier étage avant de vouloir passer au 8e étage tout de suite. Comme ça, tu peux corriger le tir, tu peux ajuster, tu peux voir si vraiment c'est fait pour toi ou pas. Certaines personnes vont investir très gros, très vite au début, sans savoir si dans 6 mois, ils voudront continuer à faire ça. Commence avec ce que tu as, apprends de tes erreurs, sois à l'écoute, sois humble pour apprendre. Humble pour Hmm. apprendre et recevoir. J'avais beaucoup du mal, moi, au départ, avec les retours des clients, parce que j'avais l'impression que c'est une critique de ma personne ou un jugement personnel qu'elle faisait, alors que chaque retour que tu as, c'est en fait une pépite, une mine d'or pour pouvoir Ouais. t'améliorer et proposer mieux. Donc, reçois les retours, qu'ils soient positifs ou négatifs, c'est pas grave. Dis-toi que même dans un retour négatif, il y a quelque chose que tu peux en tirer. Hmm. Tu peux améliorer quelque chose de là. C'est clair. Donc, tu commences avec ce que tu as, tu t'améliores. Numéro 2, vise haut. Je te donne le même conseil que mon papa. Oui, ne regarde pas petit. Parce que ambitionne d'avoir quelque chose de, 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 de bien, quoi, tu vois. Hmm. Ça va te tirer vers l'excellence. Hmm. Si tu te dis juste, ah ouais, moi je fais mon petit truc, eh bien, ça va rester médiocre. Alors que Ouais. si tu vises l'excellence, eh bien, tu vas pouvoir te développer, tu vas vouloir Hmm. améliorer. J'ai commencé mon podcast enfin, chez moi avec un micro que j'ai acheté à 50 balles. Bon, le son n'était pas terrible, mes premiers épisodes n'étaient pas terribles. Mais j'ai dû combattre la peur et me dire, OK, vas-y, il vaut Hmm. mieux un peu fait que pas fait. C'est ça qu'on dit, hein. Il vaut Oui, mieux oui. imparfait que pas Pas fait. fait. Ouais. Voilà. Hmm, hmm. Et, enfin, voilà, investis dans des mentors. Investis dans Hmm. des personnes qui ont été plus loin que toi et qui peuvent te faire gagner du temps. Ouais. Et Super après, important. saute, quoi. Saute. Saute. Dans tous les cas, ce sera Vas-y. pas facile, mais C'est pas en restant dans ta tête que ça va se réaliser. c'est Vas-y, clair. ose. Et dernière question, ça veut dire quoi pour toi aller au-delà de l'image? Wow. Vous avez 4 heures. Ce titre, non, ce titre me parle mais beaucoup parce que quand j'ai créé mon blog en 2005, ça s'appelait, je sais plus quoi, Blogspot, bref, Natural Beauty, whatever, je sais plus, j'ai même pas retenu le nom. Mais mon slogan, c'était la beauté n'est pas juste ce que tu vois, ça vient de bien plus profond. Donc, au-delà Hmm. d'image, pour moi, ça me parle de ce qui est à l'intérieur, de ce qui est beau à l'intérieur de nous et de Hmm. chacun de nous. Je prends toujours l'exemple de, si tu penses à quelqu'un de ta famille que tu Hmm. aimes beaucoup, quelqu'un de proche de toi, Ouais. bah, tu ne l'aimes pas à cause de la forme de son nez Hmm. ou de la forme de ses yeux ou de son teint ou de la longueur de ses ongles. Non, tu aimes la personne parce que, bah, en fait, ceux qu'on aime, on les trouve toujours beaux. Ouais. Et au-delà de l'image, c'est vraiment de trouver la beauté chez les gens, au-delà Hmm. de ce qu'ils présentent en fait à l'extérieur. C'est d'arriver à voir le beau qui est chez les gens, leurs valeurs, leurs qualités, leur aura, leur générosité, Hmm. leur sensibilité, même leurs cicatrices. Même leurs cicatrices peuvent être belles, tu vois. C'est la façon dont ces personnes embellissent la vie, en fait. Waouh.
Juste par leur présence, juste Juste, par juste par le fait leur d'être être. eux. Wow. Merci beaucoup, Isabelle, pour Avec cette conversation. plaisir. Merci de m'avoir reçu. Merci à toi. Avec plaisir.